qu'égyptien. Parce que nous disons mot, C, M-O-S-E, nous disons mess, enfanté, naître, nous disons celui qui est né, autrement dit le personnage biblique, la correspondance que Manetton fait, il la donne aux archives, et il dit quelque chose d'impressionnant, c'est que le mot, hein, ça c'est le développement que j'ai fait avec la philologie, si le mot Moïse, Moshe n'est pas d'origine hébraïque, il faut qu'on tire la conséquence. Quelle est donc son origine? Son origine est égyptienne. Et il faut faire la déduction. Comment pouvez-vous penser que quelqu'un puisse grandir dans la cour du roi et qu'à la fin seulement on s'aperçoit qu'il était... Ce n'est pas possible. Bref, des arguments viennent battre en brèche l'idée que Moïse soit autre chose qu'égyptien. Quand nous disons égyptien ici, dans la tête des spécialistes, il n'y a pas d'équivoque. Nous, on sait qu'égyptien, ça veut dire, pour être... je ne parle pas de race. Le mot race a été battu en brèche par la science. Nous ne parlons plus de race. Nous parlons de phénotype. Donc, il est donc de phénotype noir. C'est de ça qu'il est question. On peut même aller faire une démonstration exégétique pour établir que cela est vrai. Regardez l'épisode. Regardez l'épisode où lui-même pose la question de savoir comment est-ce qu'on saura que c'est le Très-Haut qui l'envoie. Et la démonstration qui est là est très facile, puisque il est question de mettre le serpent entre ses mains, etc. En fait, ce qui se passe, il devient blanc. On dit qu'il devient blanc. Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent quand on vous dit que quelqu'un devient blanc? Les mains ont blanchi. Ça laisse supposer, en logique élémentaire, qu'elles étaient autre chose. En logique élémentaire, elles étaient autre chose que blanches. Elles sont devenues blanches. Bon, il y a une série de choses. Je peux, dans le dictionnaire, je m'étends, je ne vais pas m'étendre. Je vais terminer avec une discussion de contenu au niveau de la théologie. C'est au sujet, je donne encore deux informations et je termine au sujet de la théologie. L'information sur l'origine du monothéisme. L'état des connaissances donne deux éléments. Premier élément, celui qui est considéré comme le père de la médecine, mais en fait il est aussi considéré comme le père de la théologie, au sens formel, Imhotep. C'est lui qui est le premier à formaliser l'idée de monothéisme. Mais attention, il nous faut bien comprendre les contenus des choses. Celui maintenant qui institutionnalise, c'est Akhenaton. Il institutionnalise, il formalise aussi dans les deux livres. Dans les deux livres, il formalise. Donc, l'effort qu'il y a de vouloir dire que l'Égypte n'était pas monothéiste, que le monothéisme est une invention de Moïse, même si on va jusque-là, on sait qui est Moïse, on sait d'où est né, tout à fait. Donc, c'est impossible de sortir dans la... Mais allons voir maintenant, rapidement, au sujet d'Akhenaton, très rapidement, pour comprendre que la révolution akhénatonienne dépasse ce qu'on en a dit. Il pose le problème de l'absoluité de l'un, la radicalité de l'un. Donc, tandis que lorsque vous regardez l'Égypte, quand vous regardez les cosmogonies, vous avez un certain nombre de versions. La modification radicale, ce qui devient prophétique avec Akhenaton, c'est qu'il pose. Il n'y a rien d'autre
l'atona, qui soit justifiable de tout ce qui est. Il n'y a plus d'équivoque, on ne va pas dans d'autres conceptions. Ce qui rend possible tout ce qui est, c'est Dieu. C'est celui qui rend possible tout ce qui est. Il va plus loin. Il va dans la destruction. La destruction de l'idée qu'il y ait d'autres dieux. Il n'est pas pour ce qu'on a dit que les Africains étaient polythéistes, ils adorent tout. Non, il dit il y a un seul Dieu, tous les autres, ouais, et c'est là je parle aux égyptologues de la salle, c'est là qu'il y a cette grande affaire de nature. De nature, parce que, en principe, lorsqu'il dit qu'il faut enlever ça et n'en faire plus que des hypostases, mais il garde le seul principe absolu, c'est l'atome. Les autres sont des simples hypostases. Mais le principe des principes, c'est l'atome. D'ailleurs, regardez quand vous mettez atome, la définition, lorsque vous prenez atona, vous voyez la superposition, adona. D'ailleurs, les travaux actuels, quand vous lisez les secrets de l'Exode, vous voyez bien comment les auteurs sont patients dans la démonstration, sauf qu'ils ne prennent pas le risque de la déduction. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Bien. Je vais donc passer, pour que je vois au moins 4 disciplines, en me disant que si on en voit 4, si elles sont prophétiques, c'est donc très sérieux. Il faut convoquer les états généraux pour qu'on travaille sérieusement les connaissances. Je vais prendre une autre discipline. Je vais prendre l'égyptologie. La grande affaire, c'est qu'il y a une première conception de l'égyptologie qui étudie donc l'Égypte, qui étudie les fouilles, mais cette ce premier moment de l'égyptologie, avec Champollion, fait un bond en avant, parce que les hiéroglyphes, les Medu Nature, qui n'étaient pas déchiffrés, le sont maintenant, et il y a la possibilité de redécouvrir les richesses colossales de l'Égypte. Et nous lui devons cette respectabilité scientifique. Je passe donc vite pour dire que le combat qu'il y a eu en égyptologie, c'est la rectification selon laquelle la civilisation égyptienne, c'était ça en un mot le combat, qu'elle n'était pas africaine. En un mot, c'était ça le combat. Je vais très vite. Elle n'était pas africaine. Et le combat du professeur Pierre Antagnon, de toute l'école des égyptologues, ceux qui sont là, c'est de dire que non seulement elle était africaine, mais si vous dites qu'elle était africaine, parce qu'on trouve encore des Africains ici, on va vous dire que ce n'est pas un argument scientifique. Faites la démonstration que ça. Actuellement, il y a 3 types d'arguments, d'hypothèses en égyptologie. Il y a l'hypothèse de la parenté génétique des langues négro-africaines et de l'ancien égyptien, l'égyptien pharaonique comme on l'appelle. Cette hypothèse a été établie formellement. Il faut savoir que la linguistique participe de la mathématique au niveau de l'outil de la démonstration. Donc la parenté génétique était un argument considéré au niveau axiomatique comme un argument de mathématiques, qui est l'allemand mater en science, comme on va le dire mon cher ami Adamando. Donc, une fois qu'il y a ce premier travail qui s'est mis en place, je peux citer rapidement pour dire qu'est-ce qui a fait quoi. Pierre Antagnon commence avec le Wolof, Obenga avec le Poché, Prince Dikakwa avec le Ngala, on a Oumdougi avec les Bassa,
dans ce pays, il y a deux autres grands égyptologues qui ne sont pas là pour l'instant, qui font la même démonstration. En un mot, je vais aller dire que l'âme avec lui ici, lui-même, Bilono, avec le Kilouba. Donc aujourd'hui, nous sommes au stade où la démonstration de l'apparentement génétique de l'ancien égyptien et des langues africaines, cette hypothèse a été élevée au rang de l'acceptabilité rationnelle. Alors il faut faire attention quand on vous dit oui, mais est-ce que toutes les langues sont vraies? On n'a pas besoin que toutes soient vraies. Dès qu'une seule est vraie, dans la logique popérienne, elle satisfait à la testabilité. Non. Donc on ne faut pas accepter ce genre de choses où on veut vous dire, attendez d'abord que les films aussi fassent la démonstration. Attendez que... Non, une fois qu'on a commencé. Alors il y a une deuxième série, ça c'est ma contribution, c'est l'argumentation philologique. L'argumentation philologique a ceci de fondamental que, même si vous avez oublié le sens du mot, elle garde les premières significations et elle permet d'établir. J'ai fait, ici à l'université, un premier exposé sur ce que j'appelle la co-appartenance des langues, de la langue de l'ancien égyptien et de la langue Ekam, qui est la série des langues Beti-Boulou, Fang, Ewondo, etc. Ce dictionnaire, j'ai fait la première démonstration et il faut regarder une chose impressionnante, c'est que je prends 4 exemples. L'ancien égyptien dit Amon, Imon, Im. Les Écans disent exactement la même chose. Atom, exactement la même chose. J'ai fait des statistiques et il est frappant. Ils n'ont pas encore fait de démonstration. C'est un peu comme dans le dictionnaire du professeur Biot. La démonstration est si frappante qu'il y a une considération de silence. On préfère ne pas en parler. Parce que s'il faut en parler, il faut faire des statistiques et établir. Donc, il y a la démonstration philologique, il y a la logico-philologique, qui va jusqu'à restructurer l'être. Comment on dit l'être? Vous avez cette affaire d'être là. Comment nous disons ça dans nos langues? On a dit Bantou, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la région Bantou, Bantou. Alors, comment l'Égyptien utilise un terme qui s'appelle Nti, NTI, Nti. Nti, c'est le principe des principes. Sur le plan moral, c'est l'être distingué. Nti. Nti, c'est aussi, vous voyez, avec la philologie, on peut éclairer les significations perdues. C'est le nom de l'être suprême. Nti. C'est le nom originel de Dieu. On l'appelle Nti. Ntu. Nous sommes dans l'identité formelle. Le U et le I sont des voyelles apparentées. Gardons les consonnes. On garde N et T. C'est comme ça qu'on dit l'être. Dans le dictionnaire, je multiplie les exemples pour régler cette question. Peut-être pas de manière définitive, pour ne pas tomber moi-même dans cette affaire, mais on a une avancée qui est réglée. Autre chose, dans le livre Les secrets de l'Exode, est établie la parenté génétique entre l'hébreu et l'égyptien ancien. Les auteurs disent en sous-titre origine égyptienne des anciens hébreux. Mais ils ne font pas la déduction. C'est quoi la déduction? C'est de dire que si on établit la parenté génétique de deux peuples, c'est que ce peuple se constitue un seul et même peuple.
Autrement dit, les Hébreux sont des Africains à l'origine. Et puis il y a eu l'autre branche que nous connaissons. C'est l'autre branche, et il ne faut pas nier ça, mais à l'origine, ils sont bien. Quand on parle d'Hébreux, à l'origine, il s'agit d'Africains. Ensuite, il y a eu l'autre phénotype, et c'est ce phénotype-là qui est devenu le plus important. Je vais aller très vite pour donner un exemple. Je ne vais pas insister parce que mon ami va revenir dessus très longuement en mathématiques. Mais je vais dire juste 2-3 choses pour que lui, je n'anticipe pas sur son champ et qu'il nous donne il ne parlera peut-être pas de ça aujourd'hui, mais il a une leçon. Mardi, il travaillera sur les origines africaines des mathématiques. Et pourquoi on ne peut pas dire qu'elle soit extérieure à l'Afrique, puisque c'est une tradition africaine. Mais moi, maintenant, je vais donner des éléments de philologie, parce que ma démonstration est logico-philologique. Donc, nous avons une première chose, c'est que en Égypte, il y avait des papyrus mathématiques. Les Égyptiens ont fait des mathématiques. Aristote lui-même, dans Métaphysicaire, dans le grand texte de la métaphysique, reconnaît sans discussion